Bon ben voilà, on va pouvoir démarrer. Et moi-même, Solange Ducamin, co-animateur depuis cette rentrée, depuis 2014, du groupe local Europe Écologie Les Verts, qu'on nous appelons Nancy et Territoire, parce qu'il n'est pas seulement sur le territoire de Nancy. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bel amphi, et j'en remercie Madame la directrice, Madame Courbet, Brigitte Courbet, qui doit être, voilà, qui entre dans son amphi, directrice du CRDP, qui nous fait le plaisir d'assister à cette soirée. Donc, je vous disais que nous étions heureux de vous accueillir dans ce bel amphi pour ce débat citoyen que nous tenions à organiser depuis cette rentrée scolaire et que de simples problèmes de calendrier ont un peu retardé jusqu'à aujourd'hui. Heureux surtout de voir enfin se concrétiser ce projet de débattre avec vous, les intervenants, que nous allons vous présenter très vite, et vous dans la salle, de ce sujet si actuel des rythmes éducatifs. En recherchant dans mes archives, dans les archives de notre parti, celui des Verts à une époque, maintenant Europe Écologie des Verts, j'ai pu constater, j'ai pu réaliser à quel point cette question, ce sujet, ce thème, était au cœur de nos réflexions depuis tant d'années, de bien des années. Et c'était le mot coopération à l'époque que j'ai retrouvé plus souvent, alors que maintenant nous parlons de plus en plus de coéducation. Autrement, je voyais le mot coopération entre les partenaires, entre l'école, etc. Nous savons tous que dès sa naissance, la vie de l'enfant sera partagée très vite entre ses parents, l'ensemble de sa famille, ses grands-parents, le personnel de la crèche ou la nounou, puis les maîtres et les maîtresses de la maternelle, puis ceux de l'école, mais aussi les animateurs des clubs de sport, des centres aérés, et aussi, bien sûr, des MJC, etc., etc. Et là aussi, ce sera des rencontres intergénérationnelles et intersociales aussi. Ainsi, à chaque étape de sa construction, tous ces acteurs y auront participé. C'est pourquoi nous vous remercions, au nom du groupe local, d'avoir accepté notre invitation. Philippe Mérieux, Alain Boilon, Patrick Baranger, Marie-Christine Bastien, André Tosser, Stéphane Tabourin, pour votre présence. Mais aussi merci à Thierry Rose, qui a beaucoup contribué à la construction de ce débat de ce soir. Et puis notre petite équipe du groupe local. Merci bien sûr qui a assuré la logistique de cette soirée. Merci aussi aux jeunes écologistes qui, pour leur prouesse culinaire que vous avez commencé à apprécier ce soir. J'ajouterai simplement qu'au moment où nous devons répondre au projet de réforme des rythmes scolaires, dans une période aussi de crispation, de tension, de profonde mutation de notre société française, nous espérons que ce débat vous aidera à voir plus clair. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon débat et à bientôt pour un autre débat citoyen, nous l'espérons. Et je laisse la parole à Véronique Laure qui nous fait le plaisir d'animer la soirée. Bonsoir et bienvenue à tous. Effectivement, je suis animatrice, c'est mon métier. C'est-à-dire qu'en général, dans ce genre de soirée, je suis le chronomètre, je suis celle qui coupe la parole, même aux invités les plus prestigieux et qui essaye que la parole circule le plus possible. On a imaginé, Europe Écologie Les Verts a imaginé 3 thèmes à cette soirée. Philippe Mérieux me disait en arrivant, le problème c'est que un seul thème pourrait prendre 3 heures et nous, on se fixe jusque 22h30, 23h maxi pour clore les débats. Je voudrais juste un petit sondage dans la salle. Qui est enseignant, si ça vous dérange pas qu'on se rende compte un petit peu du public qu'on a, qui fait partie de l'éducation populaire, qui est animateur, d'accord, et qui est autre, je sais pas quoi d'ailleurs. Bon, autre, voilà, curieux. Autre. Voilà. Alors les 3 thèmes que l'on vous propose. Le premier, c'est autour de l'apprenant et l'enjeu de la réussite de tous. On se donne 40 minutes par thème, c'est-à-dire 10-15 minutes de parole à nos intervenants. On sait que ça va déborder un peu, puis 10 minutes d'échange avec vous et avec la salle. L'idée, c'est que quand on intervient, on essaye d'être le plus concis possible, de pouvoir favoriser le plus d'échanges. Le deuxième, c'est le métier d'enseignant aujourd'hui. Et le troisième, l'éducation populaire, les nouveaux rythmes éducatifs, une chance pour tous les élèves. Alors,
J'ai le plaisir de vous présenter les intervenants. Philippe Mérieux, merci d'être avec nous à Nancy ce soir. Chercheur, écrivain, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Vous êtes aussi vice-président de la région Rhône-Alpes et chargé de la formation tout au long de la vie. Président de la commission jeunesse à l'Association des régions de France. Vous serez sur le premier thème, en binôme avec vous, André Tosser. Bonsoir et bienvenue à vous aussi à Nancy. Parent d'élèves à la FCPE, vous êtes membre du conseil d'administration de la FCPE et très engagé dans l'intégration des enfants allophones. On en parlait hier ensemble et je pense qu'on abordera le débat. Alain Bollon est avec nous aussi, sur la deuxième table ronde. Patrick Baranger, vous êtes enseignant à la retraite depuis 1 an, mais quand même encore occupé. Notamment en ce moment, vous évaluez le système des formations des enseignants en Belgique. Donc ça peut être aussi une expérience intéressante pour nous ce soir. Vous avez co-présidé les UFM de France et démissionné de votre fonction de directeur du UFM au moment de la réforme qui a marqué tous les esprits. Stéphane Tabourin sera à vos côtés, professeur des écoles dans ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau Éclair, notamment au Haut-du-Lièvre, à Nancy, ce qu'on appelle le plateau aujourd'hui de Nancy. Vous êtes ici, c'est votre parole que vous représentez, votre expérience à vous, et on vous remercie d'être avec nous. Alain Bollon, bonsoir et bienvenue à vous, merci. Expert international, j'ai envie de vous le présenter, Alain Bollon, dans l'évaluation des systèmes d'éducation, de formation, c'est votre spécialité et vous êtes expert auprès de l'UNESCO justement dans cette évaluation. Contrôle, évaluation, ce sont des thèmes qui vous sont chers, on en reparlera. Et pour finir, la seule femme de la soirée, mesdames, oui, on pourrait s'insurger, mais bon, voilà. Je crois que tous les efforts ont été faits pour assurer une parité, mais ça n'a pas été possible ce soir. Vous serez une digne représentante féminine, Marie-Christine Bastien, secrétaire nationale de l'EPA-FSU, le syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socio-culturelle et sportive. Vous êtes une militante de l'éducation populaire. Voilà. Première table ronde donc, que l'on vous propose. André Tosser, c'est vous qui allez prendre la parole parce que on s'est dit que partir des expériences locales pour après avoir le regard de Philippe Mérieux après vous. Donc l'enjeu de la réussite pour tous, et on part un peu de l'élève, de l'apprenant, de qui il est aujourd'hui. Merci. Alors je pense aussi que si on me demande de me jeter à l'eau le premier, c'est parce que l'eau je connais bien. Je suis en effet né au bord d'une mer sombre, hérissée de rochers, sans cesse battue par les tempêtes. Alors, plus sérieusement, si vous voulez, je vais vous présenter le point de vue de la FCPE sur ces sujets-là. Nous parlons plutôt de coéducation, mais finalement, quand on lit les papiers, la situation, l'analyse est exactement la même. Notre objectif fondamental, il est bien clair, c'est de rendre effectif le droit à l'éducation pour tous, avec tous. Alors cela suppose, de notre point de vue, 2 mesures qui sont relativement importantes et qui sont probablement les plus urgentes. C'est premièrement l'accueil des parents dans l'école et deuxièmement une écoute plus juste et plus démocratique. Alors pour provoquer aussi les débats, je dirais que nous savons très bien que l'école actuellement accentue la ségrégation sociale et que le taux d'échec scolaire atteint presque 25% d'une classe d'âge. Alors bien entendu, tout cela n'est pas tout à fait acceptable dans la République. Je trouve que ça va extrêmement mal. Alors j'utilise une formule, une remarque que quelqu'un reprendra de la tribune, là. J'utilise une phrase de mon très respectable collègue, et qui a dit « Nous connaissons les obstacles à la réussite scolaire, inventons les chemins pour les dépasser. Ces chemins sont agir sur les causes sociales, sur la parentalité, sur les médias. » Alors il est bien évident que nous, à la FCPE, nous souhaiterions qu'un statut permette aux représentants élus des parents d'élèves d'exercer sereinement et totalement, je dis bien totalement et je souligne, et totalement leur mandat dans les différents conseils où ils sont présents. Ce qui veut dire que actuellement, il ne semble pas que ce soit tout à fait le cas. En ce qui concerne les points qui nous paraissent un petit peu négatifs, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'a dit Hugo Palmetta en disant que dans les filières professionnelles, il y avait une domination scolaire qui ressemblait fort à la domination sociale. À ce titre-là, on peut se demander quel avenir il y a pour les RASED, les SECPA, bon, sachant que la situation du côté des AVS s'est quand même un petit peu améliorée, sans excès. J'aurais envie de dire que
il faudrait que tout le monde soit bien au courant des critères qui sont utilisés pour les admissions dans les classes de STS, parce que c'est quelquefois un petit peu étonnant. Et il y a eu un rapport très dense qui a été fait par Sophie Orange sur le sujet. Je crois que ce serait intéressant qu'il y ait plus de monde qui soit au courant de cela. Ensuite, c'est un peu le bric-à-brac, mais si vous voulez, ça nous paraît être, nous, à la FCPE, les problèmes les plus préoccupants. On constate qu'au bac pro, il y a eu une chute récente des réussites, et ceci depuis que le bac pro est donc présenté maintenant au bout de 3 ans d'études, alors que précédemment, il était présenté en 4 ans. Une question insolente, mais expliquez-moi, dans l'éducation nationale française, à quoi sert le redoublement ? Nous avons un taux de redoublement qui bat tous les records de l'OCDE. Et pour autant, je ne vous apprends pas que les résultats que l'on obtient en classement international sont loin d'être très brillants et sont de moins en moins brillants à mesure que le temps avance. Alors, je cite maintenant un extrait d'un rapport qui date de 2010, dans lequel il était dit qu'il y avait peu de travail réel sur les mécanismes d'apprentissage des élèves au lycée. Ce rapport, c'est le rapport Buisse-Desbuisson et Vogler. Et puis, dernière remarque, un peu négative, on sait très bien que la lecture dans nos écoles, alors ça c'est plutôt en primaire, c'est d'abord une pratique sociale. Et des rapports OCDE le prouvent amplement. Alors bien sûr, tout n'est pas négatif, ça bouge, puisque maintenant il va être question de mettre en place des commissions primaires-collèges, sans oublier les parents quand même, pour une fois. Il y a aussi des réussites ponctuelles. Dans certains cas, il y a des initiatives très intéressantes pour des autistes, des initiatives très intéressantes pour l'accueil de certains handicapés. Nous en connaissons, nous, dans la région. Il y a aussi des accueils qui sont développés pour les enfants allophones. Ici, dans la région, il y a une municipalité qui s'est spécialement occupée de l'accueil des enfants roms et qui n'a pas estimé que ces enfants roms-là ne seraient jamais capables de s'intégrer dans la société, comme d'autres l'ont dit, paraît-il, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal entendu. Et il y a aussi un certain nombre d'enfants musiciens qui sont accueillis dans de bonnes conditions, parce que pour aller à contre-courant de ce qu'on entend traîner quelquefois, eh bien, le Conservatoire de musique régional de Nancy est l'un des conservatoires de France où il y a le plus grand nombre de boursiers. Et donc, je ne pense pas que tirer sur le conservatoire en disant que c'est une élite corresponde exactement à la réalité. Et moi, je suis pour l'information citoyenne, claire et transparente. Alors, tout n'est pas perdu, puisqu'on sait aussi que au-delà de la réforme des primaires, une réforme des collèges se prépare, une réforme des lycées aussi. Et puis qu'on vient d'avoir, au niveau de l'Assemblée nationale, un rapport d'un député local, Jean-Yves Le Déhaut pour ne pas le citer, n'est-ce pas, qui parle de la refondation de l'enseignement supérieur. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en marche. Je sais bien, vive la Lorraine, vive la France. Je rappelle aussi que le CRAP Lorraine, en date du 20 février 2013, a sorti tout un rapport très intéressant sur donc la coéducation, et que Gilles Gosseret et Evelyne Clavier ont largement contribué à mettre sur pied un certain nombre de thèmes qui me paraissent intéressants. Alors, le plus urgent, donc, c'est donc de reconnaître que l'amélioration des systèmes éducatifs passe aussi par la reconnaissance de la participation active des parents. Participation active des parents, à la fois comme co-éducateurs, mais aussi comme usagers du service public, mais aussi comme citoyens. Et donc, cela suppose, bien sûr, de mettre en place un certain nombre de critères qui me paraissent être typiques de notre République actuelle, telle que moi je la pense, telle que nous la pensons à la FCPE, c'est-à-dire mettre en œuvre de façon approfondie le principe d'égalité homme-femme, améliorer l'équité scolaire. Et puis, on sait très bien que c'est toujours aux périphéries du système scolaire que se sont élaborées les solutions qui ont été inventées très progressivement et qui ont fait avancer l'ensemble des pratiques pédagogiques. Là encore, c'est une phrase de l'éminent collègue Mérieux, à qui maintenant je vais céder la parole. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, André Tosser. Je pense que je vous ai vu souvent opiner de la tête, Philippe Mérieux, mais si vous voulez bien, peut-être pour commencer, est-ce que réussite et de tous sont des mots qui vont vraiment bien ensemble aujourd'hui en France ? Oui, alors réussite de tous, les enjeux de la réussite de tous, c'est évidemment la lutte contre toutes les formes d'échec scolaire. Mais je voudrais vous faire remarquer ici, et ce n'est pas simplement une boutade, que l'échec scolaire, pour beaucoup de Français aujourd'hui, n'est pas un problème. C'est une solution. C'est une solution au problème de la sélection. Et ce qui serait un problème pour beaucoup de Français, c'est qu'il n'y ait pas d'échec scolaire. Parce que ça obligerait de repenser complètement la société, de repenser
le temps de travail, de repenser les rémunérations, de repenser les conceptions de la hiérarchie, etc., etc. Alors, quand on dit qu'on lutte contre l'échec scolaire, on a raison. Quand on dit qu'on veut faire réussir tout le monde, on a évidemment raison. Mais il faut savoir que cela s'inscrit dans un combat plus large, qui est le combat pour la reconnaissance du statut de chaque être dans un corps social, où il puisse à la fois avoir une place, avoir des droits, et être reconnu dans sa dignité et utile à tous. Alors si je me permets ce petit chapeau, c'est parce que vous allez y réfléchir et vous allez vous demander quels changements sociaux seraient nécessaires s'il n'y avait plus d'échecs scolaires. Et vous allez vous apercevoir que si vous commencez à tirer la pelote, vous allez tirer beaucoup de choses de cette pelote et que les changements nécessaires liés à cette éradication de l'échec scolaire sont évidemment considérables. Alors, je ne vais pas être plus long sur ce thème-là, c'était simplement pour rebondir par rapport à votre première interpellation. De quoi parlons-nous? De quoi parle la loi sur la refondation? Et sur quoi travaillons-nous ce soir? Sur ce qu'on a l'habitude d'appeler la démocratisation de l'enseignement, de l'éducation, de l'accès au savoir et aux connaissances. Alors, pour dire les choses en termes très caricaturaux, la démocratisation de l'accès au système scolaire, elle est faite. Elle est faite globalement jusqu'à 16 ans. Elle a commencé en 1959 avec la loi Berthoin. Elle était à peu près terminée en 1968, qui est la première année où la totalité des élèves de 16 ans sont scolarisés. C'est d'abord ça, avant d'être l'année des événements que l'on sait. Ce qui s'est passé et ce qui a provoqué évidemment toute une réflexion et toute une série de réformes politiques, c'est que cette démocratisation de l'accès au système scolaire ne s'est pas traduite par une démocratisation de la réussite dans le système scolaire. Et même d'une certaine manière, cette démocratisation de l'accès sans démocratisation de la réussite a eu des effets, y compris sur les élèves des milieux sociaux les plus défavorisés, assez humiliants. Parce que quand vous êtes exclu d'un système, qu'on ne vous laisse pas le droit d'y entrer, vous êtes toujours d'une certaine manière, dans une posture de victime qui vous permet de vous révolter, de revendiquer le droit d'accéder à là d'où on vous a exclu. En revanche, quand on vous a ouvert les portes, et quand on vous a dit « venez dans l'école », et qu'on constate que, ma foi, on vous a ouvert les portes, mais vous y échouez, eh bien, c'est de votre faute, ou celle de vos parents, qui savent pas bien faire leur travail. Parce que, regardez, on vous a dit « venez dans l'école », vous vous y cassez la figure. Ben, vous êtes plus une victime, cher ami. Vous êtes un coupable. Vous êtes un coupable. Et d'une certaine manière, la démocratisation de l'accès sans démocratisation de la réussite a eu pour effet premier de transformer les victimes en coupables de leur propre échec. Parce qu'on ne s'est pas attaqué fondamentalement aux causes de cet échec. Qu'on a simplement cru que l'élargissement de l'accès au système allait provoquer mécaniquement et comme miraculeusement la réussite de tous dans le système. Alors, on a commencé à s'apercevoir que c'était pas vrai dès les années 60, évidemment. Bourdieu, Passeron ont expliqué ces choses-là d'une manière tout à fait détaillée. Et puis, à partir des années 70-80, la réflexion pédagogique s'est structurée autour de personnalités fortes, comme Louis le Grand, qui enseignait pas très loin d'ici, à Strasbourg. Et puis, en 81, il y a eu des rapports célèbres qui ont permis de donner une impulsion nouvelle à la démocratisation. Globalement, et là encore, je vais être très caricatural compte tenu du temps, on a eu deux types de réactions face à ce déficit de la démocratisation de la réussite. Premier type de réaction, par rapport aux enfants qui sont en difficulté, le plus souvent pour des raisons sociales, il faut plus d'écoles. Il faut plus d'écoles, donc augmentons le temps scolaire, augmentons la pression scolaire, augmentons toute une série d'outils, mettons en place toute une série de dispositifs supplémentaires, de telle manière à faire bénéficier à ces enfants qui sont les plus éloignés de la réussite, d'un investissement plus important de la République. Le débat sur plus d'écoles, dès les années 80, s'est cristallisé autour de « est-ce la bonne solution ?» Doit-on donner plus de la même chose à des gens qui ont échoué avec cette chose-là? Est-ce que renforcer ce qui n'a pas marché
permet réellement de donner plus de chances. Et dans les années 80-90, on s'est alors demandé s'il ne fallait pas donner plutôt autrement que donner plus de la même chose. Autrement et quoi? Et c'est là où a été imaginé par Louis le Grand et puis par d'autres qui ont travaillé dans cette mouvance l'idée de pédagogie différenciée. L'idée de pédagogie différenciée, elle est simple au départ. C'est il faut beaucoup de chemins pour que tout le monde arrive en haut de la montagne. Parce que s'il n'y a qu'un chemin unique, eh bien, les plus habiles, ceux qui ont le plus de chance, entre guillemets, socialement vont arriver et les autres vont s'égrener et beaucoup d'entre eux vont rester en bas de la montagne. Alors, cette idée de pédagogie différenciée, on peut dire que tout le monde a tenté de la mettre en œuvre. En réalité, les pratiques tâtonnent dans ce domaine, à la fois probablement parce que la formation, et Patrick y reviendra, n'a pas toujours été tout au long de l'histoire à la hauteur de cet enjeu, et ensuite parce que l'institution ne facilite pas la mise en place de ce type de pratique. Qu'en est-il aujourd'hui? Après 10 ans de pouvoir de droite, en réalité, et c'est une recherche que nous venons de terminer dans mon laboratoire universitaire, la notion d'innovation finit par se confondre avec celle d'externalisation. Pourquoi? Parce que globalement, dès qu'un élève est en difficulté scolaire, au lieu de proposer de changer un petit peu la pédagogie qui est pratiquée avec lui pour s'intéresser à son rapport au savoir, à la manière dont il construit ses connaissances, on lui propose un dispositif externe, d'abord externe à la classe, ensuite externe à l'établissement, ensuite externe à l'éducation nationale, et on va d'externalisation en externalisation jusque finalement à la médicalisation de l'échec scolaire, qui finit par être un allant de soi. Au fond, les élèves en échec sont des malades, et ils relèvent, in fine, d'une forme de médecine qui d'ailleurs est un modèle archaïque de la médecine, c'est la médecine pharmaceutico-médicale occidentale, qui est encore sur le modèle de l'homme-machine, c'est-à-dire de l'homme que l'on répare en remplaçant les pièces usagées. Si je me permets de dire cela, c'est parce que c'est une des raisons, me semble-t-il, des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui et que rencontrent encore très largement les enseignants, à la fois dans l'école primaire, les collèges et les lycées, c'est qu'on ne leur propose comme réponse à l'échec scolaire que la création de dispositifs externes à ce qu'ils font dans la classe. Alors on les appelle par une multitude de noms, ces dispositifs externes, et ils se superposent dans une espèce de millefeuille qui devient quasiment illisible. Dans l'enquête que nous avons faite, on arrive à trouver sur un collège jusqu'à 27 dispositifs d'aide, d'accompagnement, de soutien, etc., etc., entre lesquels, la plupart du temps, les parents ne savent pas exactement comment trouver la bonne solution. Mais ils ont tous pour point commun qu'on ne touche pas à la pédagogie, qu'on ne touche pas à ce qui se fait dans la classe. Quand il y a une difficulté, on envoie l'élève voir ailleurs. Et s'il y a une difficulté ailleurs, on l'envoie encore voir ailleurs. On a un fonctionnement que j'appelle un fonctionnement centrifuge. Vous savez, le principe de la centrifugeuse, ça consiste à tourner de plus en plus vite en créant une dépression au milieu et en envoyant à l'extérieur et de plus en plus loin tout ce que l'on considère comme devant être des résidus. Alors ce système d'externalisation de l'échec scolaire est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il est encore à l'œuvre aujourd'hui et il est encore très à l'œuvre dans les esprits parce que précisément, il est relativement pratique. Il est relativement pratique et il permet de s'exonérer, de repenser un certain nombre de questions pédagogiques fondamentales qui relèvent de la considération de l'enfant, de l'élève et de sa manière dont il apprend. Alors, ce qui me paraît important et ce qui est un des enjeux majeurs, je crois, de ce que l'on appelle la refondation de l'école, c'est la réinternalisation de l'exigence de démocratisation. C'est-à-dire la réinternalisation dans la classe de l'exigence de démocratisation. Certains collègues me disaient, il y a encore 2 ans, les classes sont des lieux où on passe notre temps à évaluer les élèves pour savoir s'ils seraient pas mieux ailleurs. Et je crois qu'ils l'ont vécu, cela, un certain nombre de collègues. Ils l'ont vécu. Et ils ont vécu cette externalisation dans ce que ça peut avoir de plus satisfaisant et tranquille à la fois, mais en même temps de plus en rupture par rapport au projet à la fois politique et même au projet éducatif que l'on porte. Réinternaliser l'exigence de démocratisation, c'est mettre en place, évidemment, et ma collègue l'a dit tout à l'heure,
une pédagogie coopérative. Une pédagogie coopérative, c'est-à-dire une pédagogie qui soit fondée non pas sur la concurrence, non pas sur la réussite au détriment des autres, mais sur la réussite avec les autres. C'est changer de paradigme. C'est changer de paradigme, c'est passer d'un paradigme qui est celui de l'égalité des chances à un paradigme, et ça a été évoqué par mon collègue il y a un instant, qui est celui du droit à l'éducation pour tous. Parce que l'égalité des chances, mesdames et messieurs, comme je le dis de temps en temps, il y a la Française des Jeux pour ça. L'égalité des chances, nous l'avons connue dans ses pires dérives. Il m'est arrivé de débattre avec un ministre de l'Éducation nationale qui me disait que l'égalité des chances, c'était de permettre l'émergence d'un Einstein dans le 93. Alors c'est très beau de permettre l'émergence d'un Einstein dans le 93, de le mettre dans un internat d'excellence et de lui permettre de faire Sciences Po, voire l'ENA. Sauf que ça ne sauvera pas le 93. Ça sauvera éventuellement un jeune garçon qui sera peut-être effectivement en situation d'exercer des responsabilités intéressantes et ça promouvera une certaine forme de mobilité sociale, mais on ne peut pas dire que ce soit une solution qui permette de nous sauver collectivement de cette situation de fracture éducative devant laquelle nous sommes aujourd'hui et que l'enquête PISA a encore récemment pointé et sur laquelle elle a attiré notre attention. Alors si on accepte de changer de paradigme et de parler du droit à l'éducation pour tous, il faut s'intéresser aux apprentissages scolaires dans ce qu'ils ont de fondamental. Il faut s'intéresser au rapport que l'enfant a au savoir. Pourquoi, à certains moments, l'enfant s'enquiste-t-il dans l'échec ? On sait qu'il y a là-dessus un certain nombre de lieux communs, vous les connaissez. Il échoue parce qu'il n'est pas motivé. Moi, en général, je renverse systématiquement l'affirmation en disant la plupart des élèves n'ont pas échoué parce qu'ils ne sont pas motivés, mais ne sont pas motivés parce qu'ils n'ont jamais réussi. Parce qu'il n'y a rien qui démotive plus que l'échec. Il y a même des enfants à qui il ne reste plus que la revendication de leur propre échec. Et qui pensent même que c'est mieux de revendiquer son propre échec plutôt que de peiner à tenter de réussir. En effet, quand vous perdez tout le temps, vaut mieux se mettre hors jeu. C'est plus facile et c'est plus glorieux. C'est mieux de dire à l'école « j'en ai rien à foutre » plutôt que de passer 3 à 4 heures par jour à faire ses devoirs pour avoir 7 et se faire exclure en fin d'année. Il vaut mieux dire « j'en ai rien à foutre », comme ça on assume librement, délibérément son propre échec, on va dans le mur, mais au moins on y va en décidant d'y aller. C'est quand même plus glorieux que d'être un élève qui travaille, un peu médiocre, qui n'y arrive pas et qui se fait exclure. Donc on a des élèves qu'on pousse à revendiquer leur propre échec. Parce que c'est la seule chose qu'ils savent réussir. Et on leur dit, réussissez votre échec parce que vous ne pouvez pas réussir autre chose. Et je crois que là, nous touchons à un des points fondamentaux d'une pédagogie de la réussite pour tous, c'est notre capacité à montrer à chacun qu'il a des moyens de réussir, qu'il peut réussir un certain nombre de choses, même si ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont identifiées par l'institution scolaire dans un premier temps comme étant utiles socialement. Alors, au-delà de cela, comment aider les élèves ? Moi, j'ai un certain nombre d'hypothèses. On n'a pas le temps de les développer en détail, et puis il faut en venir à ce qui est le cœur de notre propos ce soir. Je crois que, fondamentalement, ce qui serait à mes yeux l'enjeu démocratique par excellence, c'est de reconstruire avec chaque enfant le rapport à la pensée. Alors, je vais être très rapide sur un sujet qui demanderait de longs développements, mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Je crois que éduquer, c'est sortir progressivement, difficilement, du pulsionnel, du passage à l'acte, de l'immédiateté, pour accéder à la réflexivité, pour accéder à l'anticipation de l'avenir, du futur, et pour agir en responsabilité. Or, comme le dit très bien mon collègue Bernard Stiegler, nous sommes passés de ce qui s'appelait le capitalisme industriel, celui de Zola, au capitalisme financier, qui lui vit encore, malheureusement, d'une certaine manière, parce qu'il est l'auteur de bien de nos désillusions et de nos problèmes, mais à une troisième forme même de capitalisme, dit Bernard Stiegler, qu'il appelle le capitalisme pulsionnel. Alors qu'est-ce que c'est que le capitalisme pulsionnel ? C'est un système qui est fondé sur la toute-puissance de la pulsion, c'est-à-dire sur l'abolition de la pensée, sur l'empêchement de la pensée. Tout de suite, exige, demande, consomme. De toute façon, ce que tu exiges, tu dois l'avoir, et si on ne te le donne pas, évidemment, c'est que les autres sont méchants et qu'ils te privent de ce à quoi tu as tout à fait droit, et un droit que nul ne peut te contester. Alors, cette montée en puissance
de la pulsion chez les enfants, nous l'observons très concrètement. Moi, je l'observe quand, par exemple, dans le laboratoire au sein duquel je travaille, nous faisons des enquêtes sur le temps d'attention des enfants, que nous refaisons passer des tests qui ont été élaborés dans les années 1930-1940 sur des puzzles ou des petites choses toutes simples, sur des jeux, et que nous observons qu'à âge égal, et toutes choses étant égales par ailleurs, le temps d'attention d'un enfant a été diminué par 3, par exemple. Ce qui veut dire que là où un enfant, il y a une cinquantaine d'années, tenait un quart d'heure, il tient aujourd'hui 5 minutes. Il tient 5 minutes parce qu'il a une télécommande greffée au cerveau, parce qu'il est instrumentalisé par le capitalisme pulsionnel, parce qu'il est essentiellement identifié, perçu et conçu comme un futur consommateur et pas comme un futur citoyen. Et là me semble être un des enjeux majeurs de notre travail éducatif, c'est de basculer de l'enfant consommateur à l'enfant citoyen, c'est-à-dire de l'aider à prendre le temps de réfléchir et de penser à son avenir et à l'avenir du monde, d'anticiper son avenir et l'avenir du monde, de ne pas être dans l'immédiateté et la compulsion consommatoire, mais de, par la médiation de la culture, accéder à des formes de pensée que nous appelons symboliques. Alors nous voyons bien que si nous prenons la question comme cela, la démocratisation de l'éducation, du système éducatif, n'est pas simplement une question de tuyauterie, c'est une question de projet, et de projet fort. Il s'agit de savoir si nous sommes capables, ensemble, adultes, de mettre en place des espaces de décélération, des espaces de réflexion, des espaces où l'enfant peut prendre le temps de se développer intellectuellement, mentalement et je dirais même spirituellement, au plus beau sens du mot spirituellement. Et je crois que pour cela, l'école a besoin effectivement de travailler, elle a besoin de travailler en sortant de l'activisme, de la surenchère des activités pour se recentrer sur ce qui est le fondamental, c'est-à-dire l'exercice de la pensée, et elle a besoin d'impliquer avec elle l'ensemble des acteurs éducatifs, c'est-à-dire les parents, parce que nous ne pourrons rien faire dans ce domaine-là si nous ne travaillons pas avec les familles, mais bien évidemment tout le tissu associatif, sportif, culturel, parce qu'il y a là des activités possibles qui peuvent enrayer la compulsion consommatoire, mais également l'ensemble des acteurs que représentent bien évidemment les décideurs, ceux qui conçoivent la vie sociale, la vie politique, bien évidemment également les médias qui ont une responsabilité absolument essentielle et fondamentale, qui peuvent d'ailleurs, ces médias, dans certains cas, être, au regard de nos exigences éducatives, proprement toxiques. Et je pèse mes mots, il y a une réelle toxicité d'un certain nombre de médias. Si vous écoutez Skyrock, par exemple, le vendredi soir, vous découvrirez que Skyrock est toxique, psychologiquement, éducativement, que les animateurs de Skyrock sont des gens qui n'ont pas encore fait la différence entre le corps humain et la viande de boucherie, et que c'est d'une profonde toxicité pour les jeunes qui écoutent cela. Alors effectivement, ils préfèrent payer les amendes extrêmement minimes qui leur sont imposées par le CSA et continuer à toucher les dividendes des publicités, des publicitaires qui investissent chez eux plutôt que de changer leur programme. Et nous autres, nous laissons faire cela en pensant que cela n'est pas grave. On peut éventuellement lutter contre les produits toxiques qui existent dans nos aliments, mais dès lors que cette toxicité s'exprime à un niveau psychique et qu'elle met à mal réellement le développement de nos enfants, on considère que là, on est dans la liberté d'initiative du capitalisme pulsionnel. Alors par rapport à cela, je crois que oui, il faut que l'ensemble de ceux qui ont des responsabilités éducatives travaillent ensemble, réfléchissent ensemble, pensent ensemble, et c'est pour cela que ce qui se passe autour de la refondation, ce qui se passe autour de la question des rythmes est important. C'est parce que, peut-être pour la première fois depuis longtemps, c'est une occasion pour des tas de gens qui agissaient chacun de leur côté et qui ne se parlaient guère, de se remettre face à leur responsabilité collective, qui est celle d'élever des enfants qui, comme le disait Maria Montessori, nous aident aussi à nous élever parce qu'ils incarnent une exigence de l'avenir que parfois nous oublions parce que nous pataugeons trop nous-mêmes dans le présent.
Voilà, quelques remarques rapides. Merci beaucoup. Je trouve, oui. J'imagine qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes reconnu, d'autres peut-être qui vous ont choqué. Avant de vous donner la parole, peut-être juste une petite question que je me permets. Nos enfants ont quand même s'ils ont perdu en attention, gagné peut-être d'autres compétences ou d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer? Oui, sans aucun doute, oui. Bien sûr. Ce que je crois, je veux pas culpabiliser quiconque, c'est que ils sont aujourd'hui instrumentalisés par toute une série de ceux et celles qui ne voient en qu'un cœur de cible publicitaire. Je vous demande une chose demain matin. Regardez la télévision du matin pour enfants sur M6, par exemple. Prenez le temps de la regarder. Prenez le temps de regarder de 6h30 à 9h les dessins animés que M6 diffuse à jet continu, entrelardés de publicités particulièrement efficaces à un moment où les enfants sont dans une période qu'on appelle d'attention flottante, c'est-à-dire où ils absorbent comme une éponge la quasi-totalité des messages. Observez comment ça fonctionne. Il n'y a pas de générique de fin des dessins animés. Les mêmes chartes graphiques régissent à la fois le dessin animé et la publicité. Et les personnages des dessins animés sont ceux qui viennent prescrire dans la publicité la consommation d'un certain nombre de produits, et pas seulement les barres chocolatées, mais les automobiles et le papier hygiénique. Parce que les publicitaires savent parfaitement que les enfants sont prescripteurs de 43% de ce qu'achètent leurs parents. C'est donc des cœurs de cible particulièrement importants qu'il faut capter. Et ils savent aussi que dans les activités dites intrafamiliales, comme le montre la récente enquête du CEREC, avant le repas, qui était l'activité intrafamiliale qui arrivait en tête, aujourd'hui ce sont les courses au supermarché qui arrivent en tête. Parce que nous sommes dans une société qui a fait de la consommation sa matrice, son mode d'être, sa manière d'exister et son rapport au monde. Et je crois que nos enfants, malheureusement, sont instrumentalisés par cela. Alors ils ont acquis des tas de choses, ils connaissent des tas de choses. La seule chose, ce qui me préoccupe, c'est que tout ce qu'on peut connaître, tout ce qu'on peut avoir comme habileté, si ça n'est pas remis dans la perspective d'une pensée, de ce que nous appelons une pensée réflexive, c'est-à-dire si ça n'est qu'une somme d'habiletés, et qu'une somme d'habiletés qui ne permettent pas de se construire un projet qui est une anticipation du futur et un projet qui pense le monde dans la durée et qui nous permet de nous penser aussi dans le monde et dans la durée. Donc, ne confondons pas une multitude d'habiletés avec la capacité d'être vraiment un citoyen conscient, lucide, qui exerce ses responsabilités dans la société. On se donne 10 minutes d'échange dans la salle avec une première réaction ici ou une question. Bonsoir, donc moi je suis étudiante. J'avais une question à vous poser par rapport à la question de l'âge de l'entrée des enfants à l'école, notamment en maternelle, et la différence que vous faites entre l'égalité des chances et la réussite pour tous. Est-ce que pour vous, si les enfants vont plus tôt à l'école maternelle, ça permet de gommer les différences sociales et que les enfants aient tout de suite un accès à la lecture, à une certaine culture générale par des activités à l'école? Ou est-ce que, comme ça se fait en Allemagne, l'école n'est obligatoire qu'à 6 ans et on pense que ça aide, mais c'est très peu courant de mettre ses enfants à la maternelle, où du coup on mise sur le développement de l'enfant et le fait que petit il puisse plus se développer en dehors de l'école qui n'admet qu'un seul modèle de réussite. Je suis pas un spécialiste de la maternelle, donc je vous ferai une réponse relativement évasive. Moi, je pense que pour des enfants de milieux défavorisés, l'accès à l'école maternelle à 3 ans est une chance. L'accès à l'école maternelle un peu avant 3 ans peut être une chance, à condition que l'école maternelle soit bien faite, à condition que l'école maternelle ne soit pas aspirée déjà par l'activisme de l'école, de la grande école, qu'on prenne le temps d'y réfléchir à ce qu'on fait, que cette école maternelle est une pédagogie qui soit vraiment une pédagogie adaptée. Alors, je connais un peu l'association des institutrices, des professeurs d'école maternelle, la GEM, qui fait un très très beau travail. Je sais qu'il y a à l'école maternelle des gens qui ont conscience de ce que c'est qu'un enfant, de sa fragilité, de l'aide dont il a besoin, etc. Mais je sais aussi qu'il y a un certain nombre de tentations de technocratiser l'école maternelle pour enrôler déjà l'enfant très tôt
dans une sorte de frénésie scolarisante, ou de frénésie scolaire, tout simplement, qui lui permettrait de réussir à des QC1 dès l'âge de 4 ans, pour vérifier si, oui ou non, il est prêt à accéder à tel ou tel niveau, ou s'il peut effectuer tel ou tel métier. Ça serait oui, l'accès à l'école maternelle, si on repense le système comme vous l'avez Oui, évoqué. si la spécificité de l'école maternelle est maintenue, et si elle n'est pas en permanence aspirée par les modèles dominant, comme l'a été le collège par le lycée, et comme l'est parfois l'école primaire par le collège. Monsieur Tabourin, je vous vois réagir, mais je vous donnerai la parole après. Hein. Et puis je vois, il y a encore une autre réaction dans la salle. J'imagine que vous avez plein de choses à dire. Mais Monsieur Fosser, voilà, comme vous partagez cette table ronde avec Monsieur Merriot. Je me permettrai d'ajouter quelques mots. Lorsqu'il y a des écoles qui acceptent en maternelle des élèves allophones, donc en général ce sont des enfants de sans-papiers, nous constatons que dans ces écoles-là qui a priori regardent d'un bon œil les élèves allophones, ce qui n'est pas le cas partout, il faut être lucide, hein. Mais lorsqu'ils sont bien accueillis, eh bien, on constate que lorsqu'ils arrivent après en CM1, il n'y a plus de différence, à part la couleur de peau éventuellement, entre ceux qui sont français de souche et ceux qui ont passé en maternelle. Mais ils ont passé dans des maternelles où ils étaient bien acceptés. Une autre question dans la salle. Je vous laisse vous présenter chacun. Oui, attendez, juste un mot pour dire que par rapport au débat d'aujourd'hui, cela signifie que la question des rythmes scolaires ne peut pas être traitée de la même manière en primaire et en maternelle. Voilà. Bonjour, donc je suis enseignant, parent et élu. Et justement, à ce titre, j'ai pu m'apercevoir sur mon territoire la disparition du réseau RAZED. Or, il s'agit d'un dispositif a priori externe. En tout cas, je ne sais pas comment vous l'entendez. C'était ma question. C'était justement votre point de vue par rapport à ce réseau-là, ce dispositif. Il est externe à la classe même de l'institut avec sa relation avec l'élève. Et donc, j'ai été... sur mon territoire militant pour essayer de sauver ce réseau sur notre territoire. Et ma question, c'est d'avoir votre point de vue. Est-ce qu'il faut revenir vers ce type de dispositif ou est-ce qu'il faut donner plus de c'est pas le pouvoir, mais de possibilités à l'enseignant dans la classe? Je me suis mal fait comprendre. Je suis allé beaucoup trop vite dans mon explication tout à l'heure. J'ai voulu dire trop de choses. On a toujours tort. Pour moi, les RAZED ne sont pas un dispositif d'externalisation, bien au contraire, puisqu'ils permettent de maintenir l'élève dans la classe et de l'aider en lui apportant une aide spécifique. Ce qui serait une externalisation, c'est de se dédouaner. Alors, la question que vous posez, qui est une question très compliquée, qui est à quel moment un élève ne relève plus de la pédagogie, on va dire, ordinaire, et nécessite une aide particulière, spécifique, qui ne peut être apportée que par quelqu'un qui a été formé pour cela et qui a des compétences. Je pense qu'il n'y a pas de travail scientifique qui puisse répondre clairement à cette question. Ce qui veut dire, c'est pas pour me défausser, ce qui veut dire qu'on ne peut répondre à cette question que par la pratique de la coopération entre les acteurs. Et là, pour le coup, entre les intervenants des RAZED d'un côté et les enseignants de l'autre. C'est par le travail en commun des gens pour réfléchir ensemble sur ce qu'il convient de faire avec tel ou tel élève en difficulté qu'on trouve les solutions pour tel et tel élève en difficulté. C'est pas par le testing permanent qui consiste à aller à courir après le repérage, comme on dit, pour proposer des sortes de traitements standardisés qui, en quelque sorte, seraient censés résoudre tous les problèmes. Toute l'histoire de la psychologie, j'ai pas le temps de la faire ici, puis d'autres la feraient mieux que moi, montre que toutes les catégorisations entre, on va dire, le normal et le pathologique, entre le débile et le normal, ont bougé et bougent en permanence. C'est-à-dire que ce sont des catégories qui n'ont aucune stabilité scientifique. Aucune stabilité scientifique. Elles sont pour l'essentiel des constructions sociales. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme étant définitivement stabilisé une bonne fois pour toutes. Et ça nous impose beaucoup de modestie par rapport à ça. Savoir si tel élève relève de la pédagogie de l'instit, du professeur des écoles, ou relève du rééducateur, du maître ou relève de l'orthophoniste, ou relève... Nul test, au sens scientifique du terme, ne permet de le savoir.
Bien, excusez-moi, il nous reste 5 minutes sur ce thème avec une autre question dans la salle, 2 questions dans la salle, et j'aimerais bien peut-être que chacun d'entre vous, sur ce premier thème de la réussite pour tous, me prépare une phrase. Mais alors une seule. Oui, ce sera juste une réflexion pour Philippe Mérieux. Philippe, c'était juste une réflexion sur ce que vous aviez dit au sujet de l'école maternelle qui devenait technocrate. J'ai vécu entre l'école maternelle et l'école primaire. J'ai travaillé à l'école primaire. Et je pense que ce qui s'est passé à l'école maternelle est un peu la résultante de directives de notre hiérarchie. Quand on a commencé à penser qu'il fallait que les grandes sections se rapprochent beaucoup des CP, quand on a commencé à dire, à mettre en place des IEN qui étaient en même temps primaire et maternelle, et quand on a commencé à nous demander de constamment évaluer nos enfants, pour savoir où ils en étaient, parce qu'il y a eu une période quand même où l'école maternelle française était quand même bonne, très bonne. Elle l'est encore, mais mes dernières années en maternelle, c'était relativement inconfortable parce qu'on ne savait plus si on devait pousser les enfants ou si on devait respecter leur rythme. Bien, on avance, si vous voulez bien, une autre réaction dans la salle et puis vos conclusions aux 4 personnes qui n'ont pas parlé encore sur cette table ronde. Oui, Christian Bataille, parent d'élèves. J'aurais une question par rapport à la question de la démocratisation que vous avez évoquée. Après, concrètement, dans la classe, dans l'école, bien sûr, il y a une dimension technique, on va dire, de pédagogie, de méthode, de programme, etc. Mais qu'est-ce que pour vous ça implique en termes de posture pour l'enseignant ou d'évolution de ses représentations, de ses savoirs, de sa manière d'être et de communiquer en classe? Alors, en une phrase, c'est ça? Allez, 3 Non, phrases. Vous avez dit, on va laisser de côté les techniques, on pourrait parler de situations-problèmes, de problèmes ouverts, de constructivisme, etc., etc. C'est pas l'objet de la soirée. Vous parlez de posture, et je crois que vous avez raison de parler de posture. Je crois que la rencontre avec quelqu'un qui porte un savoir vivant, qui le fait vivre en lui et qui le transmet dans la vibration même de ce savoir en train d'émerger, est quelque chose de fabuleux. Et c'est quelque chose qui peut faire émerger le désir et le plaisir d'apprendre. Voilà, je crois qu'il y a un enjeu fondamental dans la découverte du plaisir d'apprendre par l'enfant. Et si l'adulte n'incarne pas ce plaisir d'apprendre, s'il n'est pas lui-même dans une relation de plaisir avec les contenus de savoir, s'il les transmet comme des vieilles choses fossiles empilées sur des étagères, s'il n'a pas lui-même un rapport au savoir qui est un rapport au savoir vivant, quitte à hésiter, quitte à être parfois moins académique, s'il n'est pas chercheur dans son propre savoir et s'il n'incarne pas le plaisir de découvrir, d'apprendre, de trouver des formules, des solutions, de trouver le bon exemple, s'il n'est pas cette espèce de personne mue par le désir de transmettre ce qui l'anime et d'animer ce qu'il transmet simultanément, alors je pense que la démocratisation ne peut pas advenir. La démocratisation ne peut advenir que si l'adulte transmet ce désir. Moi, je cite assez souvent cette analyse de Marcel Gauchet que je trouve assez juste. Je suis en désaccord sur beaucoup de choses avec Marcel Gauchet par ailleurs, mais peu importe. Il dit, depuis des millénaires, l'homme a souffert par le corps et a été racheté par l'esprit. Or, les élèves qui arrivent à l'école aujourd'hui, ils pensent qu'ils ne peuvent jouir que par le corps et que tout effort intellectuel est une souffrance. Ou pour dire, comme disent les élèves, on n'a pas du tout envie de se prendre la tête dans une société qui vous explique à tout bout de champ qu'il ne faut que prendre son pied. Et ce qui est un enjeu anthropologique fondamental, c'est de montrer qu'il y a du plaisir à apprendre et à comprendre, et que ce plaisir, il se partage dans une relation qui nécessite forcément la médiation d'un adulte et qui ne peut pas simplement s'effectuer à travers des technologies, qu'elles soient numériques, scientifiques et ainsi de suite. Voilà. Ouais, je vous ai pas précisé, mais mon métier c'est animatrice radio, donc je suis dans les médias et je suis celle qui permet pas la décélération, donc on continue. Phrase. Juste une question qui s'adresse à tous, y compris à nous-mêmes. Et quand on va basculer dans le numérique, comment ça va se passer ? Allez, il n'y a pas d'ordre pour votre phrase à chacun, juste envie d'entendre une voix féminine, c'est vous qui commencerez peut-être pas. Une phrase pour
clore cette première thématique. Moi, j'aimais bien l'ouverture de perspectives en sens de sortir du capitalisme pulsionnel, financier et industriel. Allez. Monsieur Bollon. Il n'était pas que pulsionnel, il était aussi compulsionnel. Monsieur Baranger. Moi, je rebondirais sur une affirmation de mon voisin qui disait que les résultats mesurés par PISA n'étaient guère brillants. Moi, je crois qu'il y a un endroit où nous sommes très brillants en France. Nous sommes les champions de l'inégalité sociale à l'école. Et de ce point de vue-là, la démocratisation de la réussite, elle est en recul. Un enfant d'ouvrier employé a moins de chances aujourd'hui d'intégrer des écoles prestigieuses qu'il n'en avait en 1970. Monsieur Tabourin, pour finir. Oui, je pense que pour moi, le nœud du problème, c'est effectivement la possibilité d'entrer dans les études et les apprentissages pour les enfants de milieux populaires. C'est vraiment là que les choses se passent. C'était l'introduction de Philippe Mérieux. Quand il disait que la première loi sur la démocratisation, elle datait de 1959, de la loi Berthoin. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est le général de Gaulle qui est au pouvoir et qui disait l'école unique, d'accord, mais il ne faudrait pas que nos classes de terminale soient envahies par des analphabètes. Donc nos classes de terminale, il parlait d'une certaine classe qui a voulu, et je pense qu'il veut toujours garder les clés du pouvoir. Et c'est un choix de société. Est-ce que vraiment la société veut que tout le monde réussisse? Je terminerai juste par une citation de l'autre Philippe, mon autre Philippe, c'est Philippe Pernoud, qui dit que dans tous les métiers, on sait faire des choses faciles et d'autres difficiles, dans le même laps de temps. Il suffit de proportionner les moyens et la taille des obstacles. Un constructeur d'autoroute investit de grands moyens humains et matériels dans un tronçon de terrain difficile, alors que parallèlement, un tronçon de même taille progresse en terrain aisé avec beaucoup moins de force. Le génie civil consiste justement à distribuer les moyens et l'intelligence de façon optimale. Pourquoi pas un génie scolaire équivalent? Tel est le défi de l'école. Investir non pas les mêmes moyens pour tous, mais des moyens proportionnés aux obstacles. Non pas en temps de scolarité, non pas les redoublements dont on parlait tout à l'heure, mais en attention, en intelligence, en inventivité, en qualité et en durée de la prise en charge personnalisée. Personne ne se formalise qu'à l'hôpital. On accorde à une maladie grave davantage de ressources et de compétences qu'à une blessure bénigne. Seule l'école persiste à défendre une équité formelle, alors que les élèves n'ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes moyens d'apprendre. Est-ce qu'on est prêt à vraiment faire réussir tout le monde? Bien, merci beaucoup, Monsieur Tabourin. On passe à ce thème numéro 2 et on va rester avec vous puisqu'on va attaquer l'enseignant, le métier d'enseignant aujourd'hui. Vous êtes nombreux dans la salle. On entend souvent parler du malaise des enseignants. Voilà. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est difficile pour vous au quotidien? Eh bien, je pense que ça fait la transition avec le thème précédent. Effectivement, dans cette dichotomie, dans ces injonctions paradoxales, dire d'un côté il faut la réussite pour tous et ne pas dans le quotidien mettre les moyens en termes de formation, en termes de recherche, en termes pour la réussite pour tous, en termes de pédagogie. Mais je crois effectivement que c'est dans la classe que les choses doivent se jouer. Les enseignants sont pris au milieu de plusieurs jeux, je pense, et la profession enseignante, pour moi, est une profession assez déboussolée, une profession qui est assez fragile et fragilisée à plusieurs points de vue. Alors, je vais pas mettre que à défendre le corps enseignant, mais bon, il faut voir quels sont ces praticiens aujourd'hui, quelle est leur part de responsabilité, parce que je pense qu'ils en ont une aussi, mais également dans quelle situation ils se trouvent. Donc déjà à gérer des contradictions que la société n'a pas résolues, donc à tenir un double langage, un double discours, et ça suit pas derrière. C'est quoi ce double discours? Eh ben, à la fois on dit il faut regarder les résultats, regarder où est l'école française, mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment qu'ils réussissent? Est-ce qu'on veut vraiment que les enfants de milieu populaire réussissent? L'école et la pédagogie, elle est encore faite sur un modèle qu'on sait pas bon. Qu'on sait pas bon. On sait pas. Il y a encore beaucoup de choses, et notamment beaucoup de choses à chercher, je crois. Les chercheurs disent aussi, on n'a pas encore suffisamment travaillé sur la question des apprentissages des élèves de milieu populaire. Et donc vous, tous les matins, vous allez au boulot en vous disant, je suis pas bon, ce que je vais faire, c'est pas bien. Et tous les matins. Alors moi, je suis au du Lièvre par choix. C'est vrai que
les enseignants qui choisissent de travailler en ZEP savent que c'est difficile. Mais alors on trouve par ailleurs beaucoup de satisfaction parce qu'on cherche tout le temps, parce que on lit beaucoup, on lit Mérieux, on lit d'autres, on cherche, on est tout le temps en train de chercher à faire que ça marche, pour que les enfants comprennent. Moi, depuis 20 ans que je suis au DUDEV, tous les matins j'y vais avec j'ai la patate pour aller dans ma classe. Je suis vraiment très content tous les jours de me retrouver en classe. Pour rien au monde, je lâcherai ma classe. J'ai été coordinateur de la ZEP, par exemple. J'ai demandé à rester en classe tous les matins. Donc c'est important pour moi d'être en classe tous les matins, mais c'est des conditions difficiles parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore faire. Quand Philippe Mérieux parle de arrêter d'accélérer, ou même de spiritualité, de remettre en perspective la pensée, de sortir de la pulsion. Ce sont des choses concrètement, vous voyez comment faire? Alors, nous, alors sur le terrain, on cherche sur ces questions-là. Oui, c'est vrai que sur le haut du Lièvre, en équipe, là aussi, c'est les seuls endroits où on travaille en équipe, dans les zones d'éducation prioritaire. Principalement. Au Lièvre, on a des groupes de travail, mais on est un peu seul, mais avec des conseillers pédagogiques, on travaille sur Bois-Mars, sur la narration de recherche. On essaye nous aussi, on rejoint ce que disait Philippe Mérieux tout à l'heure. Oui, c'est par là, c'est pas mettre en place la pensée. C'est par là qu'on s'en sortira. Et après, je suis pas sûr que l'institution reconnaisse un peu le travail qu'on fait. Donc je disais, les enseignants travaillent. C'est vrai qu'il faut être assez costaud aujourd'hui pour être enseignant. Parce que quand on préparait ce débat, vous m'avez parlé de peur. Oui, alors voilà, j'allais en venir parce que je crois que c'est un métier, une profession où les gens ont peur. Je crois que les gens ont peur parce qu'ils ont été déjà la plupart ne sont pas sortis de l'école, ils ont toujours été des enfants infantilisés et ce sont encore des enfants. Le système, l'institution, j'en connais pas beaucoup d'autres, mais moi qui la regarde depuis un certain nombre d'années, je trouve que l'institution de l'éducation nationale est très c'est un système féodal. Très infantilisant, avec des inspecteurs, tout le monde a peur. Et alors après, comment on forme des citoyens avec ça? Comment on forme des citoyens avec des enseignants qui ont peur d'ouvrir leur classe, qui ont peur, ils ont peur parce que ils sont dénigrés, je trouve, aussi par l'extérieur. Ça aussi, faut qu'on lise sur les médias. Moi, je connais pas d'autres ministres que des ministres de l'Éducation qui ont dénigré leur propre public. J'ai jamais entendu le ministre de la Défense dire du mal de l'armée, des militaires. Je n'ai jamais entendu le ministre de l'Intérieur dire du mal des policiers. Par contre, des ministres de l'Éducation dire du mal des enseignants, avec les médias, avec tout le monde, ça on en entend. Donc c'est aussi, c'est une profession qui est assez dénigrée, donc qui est pas bien dans ses baskets à certains égards, qui se sent pas bien formé sur un certain nombre de points, à qui on demande des choses assez contradictoires et puis difficiles, et il n'y a pas une reconnaissance suffisante à mon avis derrière, parce que le travail qu'on fait au quotidien, moi je me considère, attention, on fait un travail d'ingénieur, on fait un travail de chef d'orchestre, on réfléchit beaucoup, et on n'a pas cette reconnaissance-là, on n'a pas le temps pour faire, on n'a pas non plus suffisamment de temps pour faire ça. Voilà. Et puis bon. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais réagir. Vous avez du soutien dans la salle, Patrick Baranger, on va rebondir sur ça parce que monsieur parle d'un travail d'ingénieur et vous n'hésitez pas à dire l'enseignant aujourd'hui est un ouvrier spécialisé. Pas que, mais en partie quand même. Oui, engoncé dans ces programmes, dans ces instructions officielles, dans la pesanteur qui règne dans les établissements scolaires en lien avec les collègues qui n'hésitent pas à vous regarder de travers dès que vous vous engagez dans des directions un peu créatrices et innovantes, lorsque vous sortez des sentiers battus. Oui, de ce point de vue-là, l'enseignant est un OS. Et tout à l'heure, on parlait des limites de la formation, et c'est une des limites de la formation, malgré l'accroissement, si vous voulez, du niveau de qualification des enseignants, on n'a pas su certainement en faire des ingénieurs. Je voudrais repartir de ça directement en disant que dans la formation des maîtres, ce qui a échoué, c'est probablement l'atteinte de la réflexivité. On a mis en avant ce mot d'ordre, en particulier dans les IUFM, de la création du praticien réflexif.
On y a beaucoup travaillé, énormément travaillé. Je me rappelle dans cette académie même qu'il y avait, qu'il y a toujours d'ailleurs, une équipe de recherche en didactique français extrêmement dynamique à l'université de Metz, qui a publié très tôt une revue unanimement reconnue, qui était la revue Pratique, il y a ça 25 ou 30 ans de cela, et on peut dire que tous les professeurs d'école, instituteurs d'abord et professeurs d'école ensuite du primaire de Moselle, sont passés entre les mains de ces didacticiens. Et peut-être pas seulement de Moselle. Et qu'est-ce que l'on regarde quand on regarde le terrain? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le terrain avec soin? Que 5 ans après, les pratiques auxquelles ils ont été formés s'affadissent pour disparaître totalement et être remplacés